à me le dire et on va communiquer le lien par Zoom parce qu'elle va être une des premières étudiantes à faire ça aussi en virtuel. Et donc, c'est un travail qui a été fait aussi avec Étienne Almera, qui était un autre étudiant en thèse qui est maintenant parti, et Yasmine Khalil, qui était une mathématicienne. Donc, pas complètement physicienne, mais qui nous a beaucoup aidé pour analyser nos données. Donc moi, comme vous le savez peut-être, on s'intéresse au génome et à ce qui se passe lorsque ces génomes sont fragilisés par des dommages. Et nos génomes sont terriblement fragiles, vous le savez. À titre d'exemple, dans un corps humain, les 10 puissance 13 cellules que porte notre corps reçoivent à peu près des dizaines de milliers de lésions d'ADN par jour. Et elles sont de deux types. Elles sont soit exogènes, alors c'est vrai que si vous voyez là ma petite flèche, ouais, exogènes ou endogènes. Et dans les exogènes, on en connaît certaines, les radiations ionisantes, les UV. Et j'avais sorti ces chiffres de la revue de Jackson et Bartok qui disaient que pour des lésions résiduelles UVA et UVB, il y a quand même 100 000 lésions par cellule exposées par heure. Donc, vous imaginez qu'on a besoin de pouvoir gérer toutes ces lésions-là pour pouvoir continuer à promouvoir la division harmonieuse de nos cellules. Et il y a aussi des dommages endogènes qui ne sont pas tous terribles d'ailleurs. Il y en a qui sont programmés et comme par exemple chez la levure de bière sur laquelle je travaille, le changement de type sexuel, c'est vraiment un dommage qui est régulé et qui est important pour pouvoir passer d'un signe sexuel à l'autre. Mais il y a des erreurs qui peuvent avoir lieu pendant la réplication ou lorsqu'il y a des dommages oxydatifs. Donc, parmi ces dommages, le plus grave, c'est celui formé par les cassures double brin. Forcément, il y a une liaison qui fait une rupture de la chaîne d'ADN. Et donc, il y a deux façons connues, a priori, deux grandes façons de réparer ces dommages. Un qu'on appelle NEJ, pour Non-Homologous Enjoining Pathway, enfin Non-Homologous Enjoining, qui consiste juste au rabotage de ces deux extrémités. Et un autre qui est celui des recombinaisons homologues, qui donc suppose qu'il y ait des copies homologues à la cassure dans la cellule, et c'est forcément une fois que l'ADN a été répliqué au cours de la phase S ou plus tard en G2 ou en mitose. Quand ces cassures ne sont pas bien réparées, très souvent, c'est quand même une source d'instabilité chromosomique et une des sources de cancer. Alors, je vous ai dit, pour réparer, enfin, pour surveiller toutes ces nombreux dommages que nos cellules subissent, il y a en particulier toute une cascade d'activation, de régulation des dommages, en anglais c'est le DDR, qui font intervenir toute une cascade de protéines qui commence chez l'alvure, mais c'est pareil dans les cellules mammifères, par un complexe qu'on appelle MRX, MRN chez les mammifères, qui va reconnaître les extrémités. Et ça va induire ensuite l'activation de kinases, en particulier TEL1, qui est ATM chez les mammifères, et MEC1, ATL chez les mammifères. Ces kinases activent différentes protéines, en particulier il y a le phosphoryle des partenaires, comme la phosphorylation d'H2A, mais je reviens dans une seconde, des partenaires effecteurs RAT9, qui est chez les mammifères RAT53BP1, qui à leur tour vont induire l'activation d'autres protéines comme RAT53 ou CHEK1, pour finalement aboutir à un arrêt du cycle cellulaire, pour permettre ensuite la réparation de s'effectuer. Donc, je vous l'ai dit, il y a un partenaire critique qui est celui de la phosphorylation d'H2A. Pourquoi je dis critique? Parce qu'il est constituant de la structure de l'ADN, forcément. La phosphorylation d'H2A, elle a lieu sur une sérine qui est située en extrémité de la queue aminoterminale d'H2A.
Et sérine 129 chez la levure, sérine 139 chez les mammifères. Chez les mammifères, c'est un variant d'H2A qui est phosphorylé qu'on appelle H2AX. C'est pour ça que souvent vous verrez cette formule, enfin cette forme-là, c'est gamma H2AX qui est la phosphorylation de H2A. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de conservé et qui est critique pour ensuite permettre le recrutement des protéines effectrices qui vont continuer à activer la cascade de régulation. Donc, il y a une autre chose qui est importante au moment des dommages. Alors, au début, on savait, c'était peut-être moins clair, mais maintenant, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la régulation du dommage, c'est la mobilité accrue de la chromatine. Ce qui se passe, c'est que chez la levure comme chez les mammifères, quand il va y avoir un dommage, ce qu'on a observé déjà depuis une dizaine d'années, il y a de nombreux groupes qui travaillent là-dessus, on s'est rendu compte que le site de cassure endommagé après un début de ralentissement va bouger beaucoup, va explorer en fait l'espace nucléaire et non seulement cette partie endommagée, mais aussi ce que vous verrez qu'on appelle la mobilité globale. C'est-à-dire que quand il va y avoir un endroit du génome qui va être endommagé, le reste du génome va se mettre à bouger et on est plusieurs à essayer de comprendre pourquoi et à quoi ça sert. Donc, quand il y a cette mobilité accrue de la chromatine, on est plusieurs à avoir essayé de comprendre quels étaient les mécanismes qui aboutissaient à cette mobilité accrue. Et apparaissent différents facteurs qui ne sont pas forcément exclusifs, qui sont l'activation de la voie de signalisation du DDR avec l'activation des protéines checkpoint. Il y a le fait que les ancrages des chromosomes peuvent être relargués, et ça c'est particulièrement visible chez la levure, et des propriétés intrinsèques de la chromatine qui seraient modifiées. Et c'est là où l'aspect de physique des polymères a été extrêmement important. Et c'est une des choses que nous avons explorées. Je reviendrai. Donc, les deux fonctions qui sont appelées à être mieux fonctionnellement sont d'une part la recherche d'homologie qui serait facilitée par cette mobilité accrue, ou le fait qu'on puisse diminuer le nombre de translocations entre dommages qui seraient éloignés spatialement. Donc ça, je vous l'avais déjà présenté il y a 2 ans. Je vous résume rapidement. C'est une étude qu'on a menée en collaboration avec Christophe Zimmer et où justement on essayait de comprendre quelles pouvaient être l'origine de cette mobilité accrue du génome lorsqu'on crée un dommage quelque part et qu'on voit une mobilité ailleurs. Et en fait, on avait utilisé à la fois des outils d'imagerie in vivo, de la super résolution et du modeling de polymères. Et on avait pu montrer que lorsqu'une cellule subissait des dommages à la zéosine, on avait à la fois un accroissement des distances entre 2 points marqués le long d'un chromosome pour toutes les positions qu'on avait étudiées. Cet accroissement de distance intrachromosomique était corrélée à une augmentation de la dynamique lorsqu'on étudiait le déplacement quadratique moyen de différents loci. Donc, vous voyez ici un locus sans dommage et un locus avec dommage qui va être plus mobile. Et en utilisant la super-résolution et des modèles de polymères où c'était Jean-Michel qui avait étudié à la fois les longueurs de persistance et les variations de compaction, on était arrivé à la conclusion que ce qui rendait cette chromatine plus mobile, c'était le fait qu'elle devienne plus rigide. Alors, ce concept de rigidité des chromosomes, c'était compliqué au départ de le faire accepter par la communauté des biologistes. Ce n'est pas complètement démontré, mais c'est là, je pense, aussi un exemple pour montrer comme quoi le fait de confronter nos données biologiques avec des physiciens arrive avec des concepts nouveaux. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être encore creusé, mais l'idée de penser qu'une chromatine endommagée peut devenir
plus rigide, c'était quelque chose d'assez nouveau. Et en fait, ce qu'on avait commencé à proposer, c'était que cette fameuse phosphorylation d'H2A, qui a lieu lorsque la chromatine est endommagée, pourrait participer à cette formation de chromatine rigide à cause des charges négatives dues à la phosphorylation, à cette phosphorylation. Donc, on savait déjà in vitro que ces charges négatives pouvaient repousser les nucléosomes entre eux, de façon à aboutir à une chromatine plus rigide. Et on savait in vivo que à l'endroit où on va endommager la chromatine, il y a des grandes régions de phosphorylation de part et d'autre de la cassure. Ça, c'est vrai chez la levure, c'est vrai aussi chez les mammifères. Et ce qu'on a vu aussi et chez la levure et chez les mammifères, c'est que les régions qui sont en proximité de l'endroit cassé vont avoir tendance à être phosphorylées également, mais bien que n'étant pas endommagées. Donc tout ça pour dire que on se demande exactement quel est le rôle d'H2A, que fait cette phosphorylation, et ça c'est une des questions que Fabiola a essayé de tackle, comme on dit, de mettre en place. Et donc pour ça, et en collaboration avec Jim Eber, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a construit toute une batterie de mutants des deux histones, des deux gènes HTA1 et HTA2 qui codent pour l'histone H2A, en modifiant la sérine, soit par une alanine, et dans ces cas-là, lorsqu'il y a un dommage, cette forme-là ne sera pas phosphorylée, c'est ce qu'on appelle le mutant phosphoablatif, soit en modifiant la sérine par l'acide glutamique, et dans ces cas-là, ça va mimer la phosphorylation. Donc, en faisant ce type de mutant, la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a regardé comment se comportaient en termes de croissance, de phénotype de croissance, ces deux mutants, le mutant SE et le mutant SA, celui qui mime, celui qui empêche d'être phosphorylé. En absence de zéosine, vous voyez que toutes les souches poussent de façon relativement comparable à la souche sauvage. En revanche, le mutant phosphoablatif, lui, a un petit phénomène de croissance, phénotype de croissance un peu plus léger. Et en présence de zéosine, ça, c'est tout à fait clair que le mutant de phosphomimétique pousse aussi bien que la forme sauvage, voire un petit peu plus en fonction des souches étudiées, alors que le phosphoablatif, et ça c'était déjà connu, lui a du mal à pousser, probablement parce qu'il ne répare pas très bien. Donc, ça nous a permis de conclure que ce phosphomimétique qui est arrivé à remplacer la fonction, on pense, qui est normalement attribuée par la phosphorylation d'H2A. Ce qui était assez étonnant, c'est que quand on a regardé quand Fabiola a regardé la mobilité des différentes souches dans ces différents contextes, ce qu'elle a vu, donc là, vous voyez en bleu, c'est la forme qui est non endommagée. Dans une souche sauvage, c'est la forme rouge. En présence de zéosine, la mobilité est accrue. Ça, c'est ce qu'on avait déjà vu dans notre étude précédente avec Sébastien. En revanche, lorsqu'on fait un mutant phosphomimétique et qu'on n'a pas de dommage, c'est les formes ici cyan, on voit qu'on a une mobilité qui est tout aussi importante que la forme sauvage endommagée. Donc, sans dommage, le phosphomimétique est extrêmement mobile. Et lorsque cette forme phosphomimétique est mise en présence du dommage à la zéosine, c'est à peu près la même chose. À l'inverse, quand on a une forme phosphoablative, cet accroissement de dynamique n'est pas observé, en tout cas de façon beaucoup moindre. Ce qui nous avait amené à conclure que cette mutation phosphomimétique, elle est suffisante et nécessaire pour induire un accroissement de la mobilité. Juste à titre pour nous rassurer, dans un mutant phosphomimétique, en absence de zéosine, si on suit un marqueur de dommage qui est les foyers de RAD52-GFP, c'est une protéine qui intervient lors de la réparation, dans les phases tardives de la réparation,
on voit bien que dans le phosphoablatif, il n'y a pas de mutation, il n'y a pas de dommages endogènes. En revanche, lorsqu'on fait un traitement à l'azéocine, au bout de 6 heures, on va avoir à peu près 80% des cellules qui montrent ce dommage. Donc évidemment, quand on a observé ça, la grande question, ça a été de se dire, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait ce mutant phosphomimétique? Et donc, Fabiola a testé un certain nombre d'hypothèses. La première étant l'activation de la voie de signalisation, puisqu'on savait que ça, c'était important pour permettre l'activation de la... Oula, je suis à 17 minutes, je me dépêche. Ouais, Donc, pardon? 3 minutes. Oui, 3 minutes, mais je suis loin, donc je me dépêche. Donc, simplement pour vous dire qu'elle a regardé si l'activation du checkpoint était augmentée et était activée. En fait, ce n'est pas le cas. En revanche, l'activation de downstream de la DDR, elle l'est. Donc, activation checkpoint, ça n'est pas le cas. Elle a regardé la dégradation d'histones. Il y a 2 groupes, enfin, il y a le groupe de Suzanne Gasser qui a fait des papiers remarquables sur ce sujet, qui a montré que, en fait, quand la chromatine est endommagée, les histones sont dégradées. Donc, on s'est dit peut-être que dans ce mutant, les histones vont être moins stables. Ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas ça. On s'est demandé si les ancrages, eux, étaient modifiés. Donc, ça, c'était le travail du groupe de Daniel Durocher qui avait montré que la liaison entre centromère et microtubules était affectée. C'était un ancrage qui était important pour induire la mobilité. Et on a regardé ça et on a vu que la distance entre un marquage centromérique et le SPB n'était pas du tout affectée. Donc, ce n'est pas ça. Donc, on s'est dit, est-ce que ça pourrait être la structure des chromosomes? Et donc, ce que Fabiola a fait, c'est qu'elle a regardé la distance intrachromosomique entre différentes paires de loci. Et je vous montre ici un truc un peu agrandi pour que vous voyez mieux. Donc, on retrouve le fait qu'on va accroître la distance entre 2 loci en présence de zéocine dans la souche sauvage. Et dans un mutant phosphomimétique, sans dommage, on va également accroître ces distances. Donc, on pense que c'est vraiment la structure du chromosome qui est modifiée. On ne sait pas quelle est la nature de cette modification. Et je pense que là, le futur GDR-ADN, on a besoin vraiment de vos idées pour pouvoir aller plus loin. Donc, ça va être difficile en 2 minutes de vous dire qu'on a essayé de voir quel était le rôle de la signalisation. Et Fabiola a regardé ce qui se passait dans un mutant qui est inactivé pour RAT9. Et dans ces cas-là, elle s'est rendue compte qu'alors qu'un mutant RAT9 a beaucoup de mal à pousser en présence des zéocines, dans le double mutant, il pousse parfaitement bien. Et ça, on le voit, on récupère un cycle cellulaire normal. Vous voyez que dans un mutant RAT9 en présence de dommages, on a un problème, une difficulté à bloquer les cellules, et dans le double mutant, là, on arrive parfaitement à restaurer ce truc-là. Donc, une modification de la structure est suffisante pour pouvoir le faire. Ça, c'est corrélé avec une dynamique extrêmement active du double mutant. Vous voyez que le simple mutant en présence de dommages a du mal à une mobilité accrue diminuée, mais pas dans le cas du double mutant. Et lorsqu'on a essayé de chercher un peu plus à quoi ça pourrait bien être, vous voyez qu'ici, on a une modification de la structure de la chromatine, le mutant RAT9, et pourtant, on arrive à activer les voies de signalisation aval. Donc, elle a regardé déjà un premier partenaire, RAT53, pour voir si celui-ci était phosphorylé, et on voit bien que ce n'est pas ça. Donc, le mystère est entier. Et là encore, je pense que le fait de confronter ces données avec vous permettrait de comprendre ce qui se passe au niveau du GDR. Donc, je vais, étant donné le temps, je suis à combien là? T'es arrivé au bout. Bon, attends, alors je vous dis juste que très rapidement, D'accord. Alors, fonctionnellement, simplement pour vous dire qu'on a essayé de comprendre ce qui se passait avec cette mobilité accrue. Ces cellules endommagées, elles poussent mieux? Quelle peut être la raison? Et on savait que RAT9 et son orthologue 53pp1 étaient impliqués dans justement le fait de rejoindre 2 extrémités après cassure par neige. Donc, c'est ça que Fabiola a testé. On a utilisé un système où on linéarise un plasmide. Ce plasmide, une fois qu'il est religué,
va permettre de pousser dans un milieu sélectif. Et on sait que dans ces cas-là, des enzymes qui inhibent la religature ne vont pas permettre de pousser. C'est ce qu'elle a vérifié dans le mutant Q. En revanche, dans ce mutant SE, on va avoir une survie bien plus importante. Donc, on voit que ce mutant arrive à promouvoir la religature par non-homologous enjoining. Est-ce que ça, c'est lié à la mobilité de la chromatine? On a bien envie de le penser, surtout que c'était quelque chose qui avait été déjà observé chez les cellules mammifères. Quelque chose de plus intéressant, alors je vais un peu vite, je pourrais revenir là-dessus, c'est le fait qu'on a voulu regarder si on favorisait le raboutage à proximité, ce qui se passait sur une liaison à longue distance. C'est ce qu'on appelle les translocations. Et dans un système où on induit des dommages à une position sur un chromosome et une autre position sur un autre chromosome, on a un système de génétique qui permet de regarder si on arrive à faire des translocations, c'est-à-dire en ligaturant finalement deux parties du génome qui sont qui sont distantes. Et c'est ce que Fabiola a observé. Elle a vu que dans une souche sauvage, ça marche, mais pas très très bien. On savait déjà qu'il y a des mutants phosphoablatifs pour lesquels ça marche très bien, parce qu'il y a un effet sur la résection et on pense que c'est ça qui le favorise. En revanche, dans le mutant phosphomimétique, ça ne marche plus du tout. Donc, ce qu'on voit, c'est que le fait d'avoir un mutant qui bouge beaucoup, il favorise le neige, mais au détriment des translocations interchromosomiques. Donc, j'ai fini. J'espère que vous arrivez à retenir 3 choses. La première, c'est qu'il suffit de modifier la structure de la chromatine du chromosome par un phosphomimétique pour induire une mobilité du génome. Et ça, c'est sachant que la mobilité du génome est quelque chose qu'on voit dans la signalisation des dommages à l'ADN, je trouve que c'est très intéressant et ça avait été déjà observé dans des systèmes mammifères où en faisant, soit en forçant un changement de configuration chromosomique, de structure de la chromatine, soit en faisant des dommages de type stress osmotique, où il n'y a, enfin, en ne faisant pas de dommages, mais en faisant des modifications de type stress osmotique, on arrivait aussi à une activation du checkpoint. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment à comprendre, comment c'est possible qu'une structure de la chromatine modifiée puisse arriver à quelque chose de ce type. Cette mobilité accrue, elle semble favoriser la stabilité du génome, en particulier en diminuant les efficacités de translocation. Et ça vient un petit peu bousculer les théories du breakage first, où on pense qu'on va arriver à favoriser des translocations à partir du moment où les loci sont proches dans l'espace et donc finalement que ce changement de structure en présence de dommages va réussir à sauver le checkpoint. Donc je suis désolée, j'étais un petit peu longue, je tiens à remercier notre équipe qui s'appelle maintenant GBI, Genome Biology, que je co-dirige avec Pascal Lesage, qui est une experte dans les TY, les éléments mobiles chez la levure, et je pense que ça peut tout à fait intéresser notre GDR également. On fait partie du Genome and Cell Biology of Diseases. Allez voir notre site web, vous verrez comment le labo est constitué. Et donc, en particulier, le travail de Fabiola, d'Étienne et de Yasmine, nos collaborateurs, le GDR, parce que je pense, encore une fois, que c'est des concepts que nous avons pu développer grâce à nos interactions. Et je vous remercie et désolée d'avoir été un peu longue. Merci Emmanuel, super. Donc il reste à peu près 5 minutes pour des questions. Alors je ne sais pas comment ça va se passer. Donc je crois que Daniel, j'ai vu que tu as levé la main. Oui, Vas-y. je peux peut-être commencer. Bonjour. Alors, tu peux allumer ta caméra peut-être comme ça. Oui. Attends, moi je vais départager mon écran. Oui. Et comme ça, on se voit un petit peu. Ok, super. Ouais. Voilà, j'avais une petite question. Merci Emmanuel pour le talk qui était très intéressant. Question sur la structure justement. Tu as montré
des mesures de distance entre différentes sondes. Est-ce que vous avez fait également des données de IC, ou en tout cas c'est en route, pour voir à quel point ça modifie à l'échelle globale les interactions? C'est en route. Je ne sais pas si Aurel nous entend, mais il a dans ses frigos ces souches-là pour effectivement les étudier, parce que je pense qu'on Salut va pour. Emmanuel. Ouais. Oui. Non, mais je crois qu'on ne l'a pas ton mutant, mais donne-le nous, on le fera. Ah bah, normalement, il a pasteur, mais on va te le redonner, d'accord? Et parce que c'est vraiment une étape critique pour essayer de voir comment le chromosome est modifié, si ça modifie les interactions intra- et interchromosomiques. Et une deuxième petite question, tu disais que ça ne changeait pas la stabilité des nucléosomes. Est-ce que vous avez fait des profils de chips pour voir, Non. ou de MNAS plutôt, de MNAS pour voir comment ça a changé le paysage nucléosomal? Ouais, ça ce serait bien. Ce serait bien de le faire. C'est vrai que pour le moment, on n'a fait aucune étude genome-wide, mais je pense que voir, enfin, étudier l'espacement de ces nucléosomes, ce serait intéressant. C'est vrai que là, nous, on sait juste que le nombre global d'histones n'est pas modifié. D'accord. Mm. Merci. Et Merci. Cédric? Oui, justement, en relation avec ce que disait Daniel, j'ai l'impression que dans l'étude de Suzanne Gasser, il montrait que Ino80 éjectait pas mal de nucléosomes la suite de la réparation. Et donc, en fait, c'est que tu as moins de. La densité en nucléosomes sur ta fibre, elle est moins grande. Et à mon avis, ça pourrait être. Il faudrait savoir ce que ça fait sur la mobilité d'une chromatine quand tu as moins de nucléosomes effectifs. En tout cas, au niveau rigidité, quand tu enlèves un nucléosome, tu augmentes, la quantité d'ADN, en fait. Et à mon avis, oui, mais à mon avis, même au niveau diffusibilité, ça peut changer les propriétés dynamiques de ta fibre. Alors, il y a deux choses. D'une part, Gasser a montré, au même moment où on publiait avec Sébastien que la chromatine était plus rigide, elle a publié un papier qui montrait que la chromatine était plus décompactée. Et donc, je ne pense pas que les deux soient... je ne sais pas si ça coexiste. Pour ça, il faudrait avoir un peu une vision et donc, c'était décompacté parce qu'elle perd des nucléosomes. Donc, par définition, sa chromatine est probablement il y a moins de nucléosomes, on appelle ça une chromatine décompactée. Maintenant, il est possible qu'une chromatine où il y a moins de nucléosomes soit plus rigide. Ça, c'est un premier truc. La deuxième chose, c'est que c'est possible que ce soit deux phénomènes successifs. Donc, en présence de beaucoup de dommages liés à l'ADN, à la zéocine, parce que la zéocine fait alors ça, on ne sait pas exactement le nombre de dommages, mais dans la littérature, on trouve entre 5 et 7 dommages à peu près par cellule. Donc, il est possible que tu commences par appeler Ino80, phosphoryler H2A, faire de la rigidité, et ensuite Ino80 va commencer à éjecter. Mais ça, c'est des choses qu'il faut qu'on étudie plus en détail. Ça peut modifier, avoir un nucléosome en moins, ça fait un changement structural qui est quand même grand, et ça peut même modifier les forces de Stokes, enfin la diffusibilité locale de la fibre. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc là, je pense que ce serait intéressant de regarder avec vos modèles déjà, pour commencer, ce qui se passe quand les charges quand il y a moins de nucléosomes, quand il y a plus de charges négatives, etc., pour pouvoir voir comment on va influencer, même localement, la forme de la chromatine à ce niveau-là. Alors, on va prendre encore deux petites questions de Karine d'abord, et puis Angela ensuite, mais assez rapide. Oui, très rapide. Moi, j'avais une question, Emmanuel, par rapport à ce que tu vois en termes de réparation, où tu vois donc un mutant qui augmente la mobilité a tendance à diminuer les translocations. Intuitivement, j'aurais attendu l'inverse. Donc, je vais savoir un peu comment tu voyais la chose. Hein. Alors, c'est vrai qu'on se dit, si on bouge plus, on a plus de chances d'aller voir d'autres. On augmente la probabilité de rencontre avec des partenaires qui sont éloignés. Il est possible, il y a deux choses. La première, c'est que le fait que le non-homologous enjoining soit si efficace, peut-être que ça favorise cette rencontre-là qui est locale et donc elle défavorise une rencontre qui serait plus éloignée. Et après, on ne peut pas exclure qu'il y ait aussi des effets
sur la résection et que ça sera une des raisons pour lesquelles on défavorise aussi les translocations, la visibilité des translocations. L'effet sur la résection devrait aussi défavoriser le NHJ classique. C'est vrai. C'est vrai. Et Donc, c'est différent, plus la mobilité. Tu auras un premier aspect. En fait, ma question, c'est est-ce qu'il faut dissocier les deux aspects? C'est-à-dire, il y a un aspect qui est, bon, ça favorise le NHJ par quelque chose qui, a priori, n'est pas lié à l'augmentation de la mobilité, si je comprends bien ce que tu dis. Et par ailleurs, ça défavorise les translocations éventuellement liées au fait que tu augmentes la même mobilité. Non, mais ça pourrait... Et ça, encore une fois, je pense que les physiciens de l'audience pourraient plus nous le dire. Le fait que tu bouges plus, tu pourrais augmenter. Déjà, tu augmentes la probabilité de rencontre, mais même localement. Donc, surtout localement. Donc, si cette probabilité de rencontre locale est augmentée, tu vas favoriser le neige et tu vas quasiment pas faire de translocation. D'accord. Ok. S'il n'y a plus de questions, on va peut-être passer à la communication suivante parce que là, le temps file. Oui, je suis désolée, je ne montre Non, pas non, du c'est tout bon. l'exemple. Je peux poser une question? Alors, 30 secondes. Oui. Est-ce que tu as estimé tes longueurs au bout duquel tu as ces changements de rigidité? Nous, on avait regardé les données de Suzanne et on avait montré, enfin, on avait vu qu'il y avait une longueur assez intéressante autour de 200-250 nanomètres où tu avais des changements avec et sans iocine. Est-ce que tu as estimé des choses allant dans cette direction? Je ne suis pas sûre de bien comprendre ce que vous avez regardé. Eh ben, tu regardais, si tu veux, tu as deux locus et tu regardes quand ces deux locus interagissent avec et sans iocine et on voyait des changements de longueur d'interaction. Ah, d'accord, oui. On a publié ça il y a quelques années. On n'a pas regardé ça, oui, on n'a pas regardé ça. Mais je veux bien qu'on en rediscute. Ok, très bien. Bon, voilà, merci beaucoup. Perspective. Donc, merci encore Emmanuel. Et donc, on passe à la communication